Salut, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture où je vais avoir pas moins de 3 livres et un comics à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite avec Je suis ton ombre par Morgane Cossarieu et paru aux éditions Nemos. Pour ceux qui connaissent Morgane Cossarieu, vous connaissez certainement son amour pour les vampires ainsi que ses connaissances pour le Bayou et la Louisiane. Vous connaissez aussi très certainement son penchant pour nous écrire quand même des romans quelque peu glauques et malsains. Eh bien, Je suis ton ombre, ça réunit tout cela à la fois, mais aussi beaucoup plus. Oui, il faut le dire, Je suis ton ombre, c'est un roman coup de poing, et si je devais le résumer en un seul mot, je dirais qu'il est percutant. Percutant parce qu'il nous présente toujours ce côté glauque et malsain qui est propre à Morgane Cossarieu, qui nous parle toujours de vampires, mais qui a aussi une sacrée profondeur, puisque l'auteur va aborder des thèmes difficiles avec sa façon à elle de le faire, c'est-à-dire sans filtre. Alors dans ce livre, nous allons rencontrer Poil de Carotte qui est un gamin de 12 ans et qui vit chichement avec son père dans un petit village paumé du sud-est de la France. Et puis un jour comme un autre, le gamin en train de pourchasser un chat, oui il faut le dire, ce gamin est un vrai connard. Bref, le gamin en train de pourchasser un chat va finir dans la ferme voisine qui est abandonnée puisque simplement il y a eu un incendie qui a tout ravagé. Mais Poil de Carotte va trouver là-bas un carnet qui a miraculeusement échappé aux flammes et il va donc en commencer un petit peu la lecture. Peu à peu, il va être de plus en plus pris par cette histoire qui va nous plonger dans le Bayou, en pleine Louisiane, dans les années 1700. Vous êtes ici sous le règne de Louis XIV, il y a les premiers colons qui sont arrivés et vous allez suivre les aventures, mais surtout mes aventures de deux jumeaux du nom de Jean et Jacques. Bref, vous l'aurez compris, cette histoire est montée sur deux créneaux. Le premier dans les années 2000, je crois à peu près parce qu'on n'a pas de date, où nous rencontrons Poil de Carotte, et l'autre partie de l'histoire nous emmène à la Nouvelle-Orléans sous le règne de Louis XIV avec deux gamins que nous allons suivre là-bas. Alors pour vous parler un petit peu des personnages, eh bien Poil de Carotte, comme je vous l'ai laissé entendre, est un personnage pour le moins antipathique. Sincèrement, le môme a beau avoir vécu une tragédie, je ne peux pas compatir à ce malheur parce que c'est un psychopathe en herbe et sincèrement, il a le potentiel pour en débecter plus d'un. Ceci dit, je vous rassure, je pense que c'est un choix qui est totalement assumé de la part de l'auteur. En tout cas, moi personnellement, je n'avais qu'une envie, c'était qu'il souffre au maximum. Et ce qu'il y a de bien, c'est que mon vœu a été exaucé. Oui, pour ça, je vous avoue, j'avais pas vraiment de doute, je faisais vraiment confiance à Morgane ici pour faire en sorte que son personnage morphe, mais je dois l'avouer, j'en étais vraiment contente, et c'est limite si je me délectais pas à chaque fois qu'il s'en prenait une nouvelle dans la tronche. Et puis nous allons aussi rencontrer Jean et Jacques qui ne sont pas tout blancs non plus, mais sincèrement, il est beaucoup plus difficile de ne pas s'attacher à ces deux personnages. Les deux gamins, quand on les rencontre, doivent avoir 9 ans, je crois. Ils sont jumeaux et comme je vous le disais, ils vivent aux abords de la Nouvelle-Orléans. Ils ne vivent pas dans une situation très confortable, bien qu'ils aient leurs parents quand même. Mais surtout, un jour, ils vont attirer l'intention d'un marquis. S'ensuit alors nombre d'aventures et de mésaventures que je vous laisse découvrir au fil de la lecture. Alors ici, un autre point marquant de ce livre, c'est la façon dont Morgane Cossarieu adapte sa plume par rapport aux personnages avec lesquels vous vous trouvez. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec Poil de Carotte, c'est Poil de Carotte le narrateur et donc eh bien, il parle un mauvais français patoisé, bref, il n'a pas franchement une façon de s'exprimer hyper élégant. Par contre, lorsque vous lisez avec Poil de Carotte le carnet de Jean et Jacques qui a donc été écrit plus tard et non pas quand les deux personnages étaient enfants, eh bien vous avez une prose parfaite et beaucoup plus en subtilité. Après, comme je vous le disais, je ne veux pas vous parler de l'intrigue, la seule chose que vous devez savoir, c'est que vous allez ici rencontrer le vampire créature de prédilection de Morgane Cossarieu. En tout cas, Morgane Cossarieu profite ici pour aussi aborder des thèmes durs et elle parle notamment du thème de l'esclavage. Alors sincèrement, accrochez-vous bien les tripes pour qu'il ne se retourne pas, parce que l'auteur aborde ce thème, comme je vous le disais, sans filtre, c'est-à-dire beaucoup de violence, et elle le fait de manière crue, elle ne mâche pas ses mots, et finalement elle nous envoie toute la cruauté humaine en pleine gueule, et voilà, c'est percutant, c'est marquant, mais il faut aussi le noter, c'est très réaliste.
Quand elle vous conte ce qui arrive là-bas aux esclaves, quand elle vous met les paroles dans la bouche de ces personnages, honnêtement c'est très marquant, elle ne prend vraiment pas de gants. Voilà, c'est glauque, c'est malsain, mais c'est la réalité et ça fait du bien pour une fois de se prendre la réalité en pleine face, sans gants, sans tact, mais avec beaucoup de force. Alors ici, elle aborde certes le terme de l'esclavage, vous rajoutez à ça du viol et vous rajoutez encore à cela quand vous êtes dans les années 2000 en France, eh bien je dirais le pendant de l'esclavage qui est le racisme et sincèrement vous aurez votre lot de thèmes chocs dans ce livre. C'est pour ça que je vous le disais, outre cette histoire de vampire, Je suis ton ombre est vraiment un livre profond qui fait réfléchir, qui aborde des thèmes difficiles, qui le fait sans filtre et de manière réaliste. Mais c'est justement ce sens de la réalité et son absence de scrupules qui vont rendre ce livre encore plus marquant. Elle vous présente ici des faits réels dans toute leur mocheté et il est difficile de ne pas réfléchir à la lecture de Je suis ton ombre. Autre point de cette lecture, eh bien, ce sont les connaissances de Morgane Kossarieu sur la Louisiane de cette époque. On sent un réel travail, une réelle documentation derrière et c'est encore une fois avec beaucoup de réalisme qu'elle vous présente la vie de tous les jours et elle ne vous en présente pas que les bons côtés. Ici, ce n'est pas un guide touristique qui va vous donner envie de voyager en Louisiane, mais plutôt une peinture de la vie quotidienne, de la misère qui pouvait parfois régner et aussi de la difficulté de vivre là-bas à cette époque. Ensuite, je me suis penchée sur une nouvelle série de Beat-Lit avec le tome 1 de Meg Corbin par Anne Bishop et paru aux éditions Milady. Alors je dois le noter avec Meg Corbin souffle un vent de nouveautés sur l'urban fantasy et mon Dieu qu'est-ce que ça fait du bien. Ce livre m'a tellement marqué, il est d'une telle richesse que je pourrais passer des heures à vous en parler sans m'en lasser. Je vais donc essayer d'être un peu plus concise quand même et de ne pas trop m'étaler. Mais voilà, Meg Corbin, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai adoré cet univers qui est hyper riche et qui a su me transporter de la première à la dernière page dans un monde que j'ai adoré. Pourtant, Meg Corbin, le tome 1 est un beau bébé puisqu'il présente quand même 650 pages. Pour autant, je l'ai dévoré, je l'ai lu très très vite, jusqu'à 3h du matin de nuit d'affilée. Oui, quand même. En fait, cette urban fantasy a cela de particulier qu'elle présente une pointe de fantasy. Pourquoi ? Simplement parce qu'ici nous avons des créatures surnaturelles comme les vampires, etc. Mais l'auteur a apporté une première touche d'originalité en nous propulsant dans un nouveau monde. Eh bien oui, l'histoire ne se passe pas sur Terre, elle se passe sur Namide. Les jours de la semaine ont d'autres noms. Bref, le monde a été recréé. Alors pour ceux qui sont allergiques à la fantasy, pas d'inquiétude. Honnêtement, vous allez y retrouver beaucoup de similitudes avec notre monde, mis à part qu'elle a recréé l'histoire pour nous expliquer que finalement, depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, les humains partagent la Terre bon gré mal gré avec les terras indigènes, encore appelés les autres. Tout l'univers et le folklore ainsi que l'histoire de Namide, des humains et des autres, tout est ultra développé et d'ailleurs en début de roman, eh bien elle vous présente cet univers, elle vous présente ce monde, son fonctionnement et l'histoire de Namide. Nous sommes donc dans un univers où vous trouvez les humains et les autres. Le fonctionnement, eh bien lorsque vous avez des grandes villes humaines, et je parle bien des grandes villes, vous y trouverez un enclos, c'est en fait un immense territoire sur lequel vivent les autres. Car en effet, finalement, la ville appartient aux terras indigènes, qui sont quelque peu finalement des bailleurs et qui décident un petit peu de la nuit et du beau temps, et vivent donc dans des enclos pour un peu surveiller le bon fonctionnement des choses, si je puis dire. Alors à noter tout de même que lorsque vous vous trouvez dans l'enclos de Lakeside, la ville qui nous intéresse, eh bien les lois humaines ne s'appliquent pas. Bref, comme les autres ne sont pas toujours bienveillants envers les humains, si l'envie leur prend de vous bouffer, c'est votre problème. Donc les autres, eh bien ici, dans les autres, vous allez retrouver des créatures que l'on trouve fréquemment en Beat-Lit. J'ai nommé le métamorphe et le vampire. Oui mais, je dis oui mais parce que ici, encore une fois, eh bien Anne Bishop a apporté sa patte et a donc
totalement retravailler le folklore du vampire et du métamorphe, et croyez-moi, vous aurez beaucoup de choses à apprendre. Ce que j'ai adoré, c'est la façon dont elle a travaillé les métamorphes. Dans la plupart des romans Beat Lead, je suis légèrement allergique aux métamorphes, par cela qu'ils sont la caricature, je dirais, du côté bestial de l'être humain. Mais ici, les métamorphes sont complètement différents. Alors certes, ils sont possessifs et protecteurs, mais tout de même, eh bien, ils sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus fouillés, leurs personnalités sont excellentes et je les ai adorées. Mais vous n'allez pas vous arrêter aux métamorphes et aux vampires pour les autres, vous allez découvrir d'autres créatures, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Sachez seulement que le folklore ici a un potentiel de dingue et que vous en apprenez tout au long du roman. Mais alors, c'est bien gentil tout ça, mais Meg Corbin, eh bien, de quoi ça parle? Meg Corbin, c'est l'histoire de Meg Corbin qui va donc s'échapper de l'on ne sait pas où au début du récit et atterrir dans l'enclos de Lakeside. Visiblement, elle fuit et elle en arrive quand même au point de se dire qu'elle sera plus en sécurité dans l'enclos avec les terrains indigènes qu'à l'extérieur. Quand vous savez qu'il y a des vampires, des métamorphes pour qui l'être humain n'est que de la viande, on se doute tout de même que les personnes qui la pourchassent ne sont pas des anges. Bref, Meg Corbin va réussir à se trouver un job au sein de l'enclos, puisque en effet dans cet enclos, quelques humains peuvent y rentrer et y travailler. Meg Corbin, c'est une découverte continue. Tout au long de ces 650 pages, vous allez découvrir cet univers, vous allez découvrir le mode de fonctionnement, les personnages, leur personnalité, vous allez découvrir énormément de choses et donc évidemment ce serait vraiment dommage de vous en parler dans la chronique. Alors ce fait a pour conséquence que Meg Corbin est ultra immersif, un brin contemplatif, mais dans l'ensemble ne présente que peu d'actions brutes. Je sais qu'il a vraiment conquis la plupart des lecteurs, mais les quelques-uns qui n'ont pas aimé, c'est justement le plus souvent à cause du fait qu'il y a trop de longueur. Moi personnellement, je n'ai pas ressenti de longueur parce que j'étais totalement plongée et captivée par cet univers, donc ça ne m'a posé aucun problème. J'adorais voir Meg Corbin vivre sa vie, essayer de s'adapter, essayer d'apprendre, apprendre des humains, apprendre des autres, apprendre de tout le monde, parce que Meg Corbin a tout à apprendre. Et voilà, suivre ça, j'ai adoré. Après, en effet, si vous n'accrochez pas les personnages et l'univers, il est fort à parier que ce livre vous paraîtra extrêmement long. Et oui, Meg Corbin a vraiment tout à apprendre, même des humains, comme je vous le disais, puisqu'elle n'est pas une humaine comme une autre. Vous allez apprendre dans la 4e de couverture si vous la lisez ce qu'elle est, mais moi personnellement, je choisis de ne pas vous en parler, parce que, encore une fois, eh bien, la nature de Meg Corbin, c'est quelque chose de très intéressant à découvrir. Ça fait d'elle une humaine différente des autres, et donc elle va avoir des interactions différentes avec les terrains indigènes. Mais bon, soyez sans crainte, il se passe quand même pléthore d'événements ici et on ne va pas se contenter de suivre la vie quotidienne de Meg de A à Z. Meg est en fuite, ce qui veut bien dire qu'on la recherche. Et donc il va arriver vraiment plein de choses. Et d'ailleurs la fin est beaucoup plus explosive que le début du roman. Et voilà, j'ai adoré, j'ai tout adoré dans cet univers, dans ce livre. Bref, ce fut un régal à lire et j'ai déjà acheté le tome 2 pour me plonger dedans. Malgré tout, l'humour n'est pas en reste ici, pas forcément parce que Meg est à mourir de rire, mais ce qui la rend drôle, au final, c'est son innocence et cette ignorance dont elle fait preuve qui fait que Meg est à mourir de rire, mais bien malgré elle. Dernier point ultra positif pour ce roman, ici l'auteur ne précipite pas les choses, elle ne va pas nous offrir une romance en 2 coups de cuillère à peau. D'ailleurs ici il n'y a pas de romance, il y a des liens de confiance, des liens d'amitié qui s'instaurent peu à peu, mais n'oubliez pas que vous partez sur une base de méfiance extrême entre les humains dans lequel on peut plus ou moins classer Meg et les terrains indigènes, et donc eh bien l'auteur prend bien soin de ne pas oublier cela et elle nous évite justement une romance mielleuse et vraiment pas sympathique à suivre. Le 3e livre dont je voudrais vous parler est plutôt une nouvelle, puisqu'il s'agit de Le Vampire, écrit par John Polidori, et qui aujourd'hui n'appartient plus vraiment à une maison d'édition puisqu'il est libre de droit depuis fort longtemps.
Alors il faut savoir que le Vampire de Polidori se lit surtout comme une curiosité, se lit si vous êtes amateur de la créature vampirique, que vous vous intéressez aux mythes et légendes autour, à l'évolution du vampire lorsqu'il est passé de croyances populaires à personnages de fiction, etc. Parce que il faut quand même le noter, l'intrigue en elle-même ne casse pas trois pattes à un canard. Mais alors, le Vampire de Polidori, qu'a-t-il de remarquable? Eh bien, il faut savoir que c'est la première histoire qui présente le vampire en tant que personnage de fiction écrit en prose. En effet, jusque-là, il y avait eu quelques poèmes abordant avec plus ou moins de sous-entendu le thème du vampire, mais John Polidori fut vraiment le premier à l'intégrer dans un texte, dans une nouvelle. Le Vampire fut donc écrit en 1816 et d'ailleurs les conditions de son écriture sont assez drôles puisque John Polidori était le médecin et secrétaire personnel de Lord Byron. Et c'est d'ailleurs lors d'un week-end où il était réuni avec Lord Byron, une autre personne dont j'ai oublié le nom, ainsi que le poète du nom de Shelley et de sa femme Marie, que Lord Byron leur lança un défi, arriver à écrire une histoire fantastique. En ce week-end, eh bien, Polidori a donc écrit Le Vampire. On dit que le thème, l'idée lui aurait été soufflée par Lord Byron. D'ailleurs, au début, quand Le Vampire fut publié, il fut publié dans les journaux et il fut publié sous le nom de Lord Byron qui était déjà célèbre à l'époque et donc ça faisait quand même vachement mieux que de le publier sous le nom d'un illustre inconnu. Mais bien vite, Byron réfuta l'hypothèse qu'il était l'auteur et redonna donc le texte à son réel propriétaire, à savoir John Polidori. Pour finir sur l'anecdote, le même week-end, Mary Shelley, je pense que ça vous parle, s'est donc mise à écrire Frankenstein ou le monstre de Prométhée, qui fut donc publié 2 ans plus tard, je crois en 1818, ou peut-être 1819. Bref, c'est sur cette anecdote qu'est né le Vampire de Polidori, et comme je vous le disais, son plus grand intérêt réside dans le fait historique d'être la première prose sur le vampire et d'avoir été écrit en même temps que Frankenstein. Non, parce que ici, sincèrement, nous allons rencontrer Lord Ruthven qui donc paraît dans tous les bals et a une certaine tendance à fasciner son public. Et donc Lord Ruthven ici est un aristocrate et donc c'est aussi la première fois que l'on parle d'un vampire en tant qu'aristocrate. Je sais pas si vous pouvez imaginer l'impact que ça avait à l'époque. Bref, Lord Ruthven va vouloir être approché de tout le monde, mais ne laissera qu'une seule personne l'approcher, un jeune homme du nom de Aubrey. Les deux jeunes gens vont devenir amis et ils vont partir d'ailleurs en voyage ensemble. Il va arriver quelques mésaventures à Aubrey, mais cela je vous laisse le découvrir. Comme je vous le disais, vous serez bien vite arrivé au bout de cette intrigue qui, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, ne révolutionne pas le genre, mais si l'on se replace dans un contexte où les textes sur le vampire n'existaient pas, en effet, je pense qu'il a quand même pu marquer quelque peu son époque. D'autant qu'ici, on voit que l'auteur était quand même bien documenté sur le vampire, puisqu'il présentait déjà ici certaines caractéristiques des vampires, certaines caractéristiques que l'on retrouve encore aujourd'hui et qui n'ont pas franchement évolué. Première caractéristique, ce personnage est effrayant et fascinant à la fois. C'est un grand séducteur. Troisièmement, il arbore déjà un teint pâle quelque peu cadavérique. Quatrièmement, on va vite se rendre compte que déjà à l'époque, il avait plus de pouvoir le jour que la nuit, même si le jour ne le faisait pas brûler. D'ailleurs, Dracula non plus ne brûlait pas le jour. Cinquièmement, il a quand même un sacré penchant pour l'hypnose. Et enfin, évidemment, il se nourrit de victimes humaines en leur buvant le sang. Donc comme vous pouvez le voir déjà en 1816, alors que nous étions sur les premiers récits de fiction, j'entends bien, puisque le vampire est une créature qui existe depuis tellement longtemps, mais déjà dans ces premiers récits de fiction, nous trouvions les caractéristiques du vampire, comme je vous le disais, n'ont que peu évolué aujourd'hui, sauf si vous prenez quelques exceptions comme Twilight. Mais peut-on vraiment dire que les vampires sont des vampires dans Twilight? Bien que je n'ai absolument rien contre Twilight, il faut le noter, simplement ici le vampire a complètement changé de rôle, voilà, tout simplement. Donc voilà, il m'est difficile de juger ce livre, ce récit, de toutes les manières il date de 1816, donc à quoi bon le juger? Mais sincèrement, si vous aimez la créature vampire, que vous y intéressez, c'est un livre qui a été quand même pionnier du genre, qui a quand même marqué la naissance d'un nouveau genre de fiction, et en cela il est vraiment remarquable. Après, si le vampire ne vous passionne pas plus que ça et que vous cherchez juste une bonne histoire mettant en scène des vampires, honnêtement, passez votre chemin parce que vous allez être sincèrement déçus par le Vampire de John Polidori.
Enfin, je voudrais vous parler d'un comics, il s'agit du tome 2 de Harley Quinn Folle Alliée, publié chez Urban Comics, et je vous passe le nom des auteurs parce que j'ai pas le livre sous le nez et je ne m'en souviens absolument pas, donc libre à vous de le lire en haut de la couverture. Ce tome 2 m'a autant plu que le premier, sincèrement j'ai beaucoup aimé. Alors en début d'ouvrage, vous retrouvez deux chapitres qui doivent correspondre, je pense, à deux parutions kiosques qui sont quelque peu différentes du reste, en cela que c'est beaucoup plus caricatural, donc ça rentre un peu plus dans la parodie, mais ceci étant, Harley Quinn est toujours aussi drôle, mais on n'est pas vraiment dans l'action, on ne retrouve pas vraiment d'intrigue marquée et poussée, mais eh bien lorsque l'on commence ce chapitre 3, on revient en fin de compte vraiment dans toute l'intrigue, dans tout le monde de Harley Quinn, et j'ai vraiment adoré. Elle est toujours aussi drôle, c'est vraiment un personnage que j'adore et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Encore une fois, l'avantage du comic, c'est que vous avez énormément de pages, ce qui vous permet d'avoir une intrigue développée, des personnages développés, vous avez le temps de vous y attacher, les dessins sont magnifiques, donc encore une fois, j'ai vraiment adoré. Et Harley Quinn me permet vraiment de découvrir l'univers des comics et j'en suis ravie parce que je ne connaissais pas et que sincèrement, je me rends compte de la qualité de ces ouvrages. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur Harley Quinn, je vais pas m'étaler sur l'histoire qui se passe dans le tome 2, encore une fois c'est un tome 2, tout simplement vous allez encore retrouver Harley, vous allez la retrouver dans son côté psychopathe, etc. Voilà, c'est du Harley Quinn tout craché, et j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, simplement sachez que c'est toujours une excellente série qui pour le moment ne m'a absolument pas déçue. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu, et en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt, ciao bye.